qui a été élaboré après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà de nouveau la grande île de guerre et toute cette zone environnante. Il a voulu faire un lac et tout cela, oui, il a voulu faire de passerelles et créer un lac. Bon, nous continuons, nous arrivons 1970-71 et nous voyons finalement la grande île de guerre est traitée d'une autre manière. Elle a resté verte. Belgrade a réussi à préserver cela, à sauvegarder sa grande île. Na drugi način obrađen, sve to zeleno i to je ono što je Beograd sačuvao. Hvala. Ja sam Nada Jadžić i inače sam pejzažni arhitekt. Je suis Nada Hadžić et je suis architecte d'aménagement du territoire. Et je poserai la question à M. Panre. Combien d'architectes paysagistes ou d'aménagement du territoire avaient participé à la planification de Grand Paris? Et une question pour M. Matsoura. Donc, vous nous avez montré les projets de Savamala, de halles de béton. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de béton là-dessus ou on peut trouver une sorte de compromis pour qu'il y ait moins de béton? Bon. Alors, si votre question est le nombre d'architectes, de paysagistes et d'urbanistes qui étaient dans les équipes, les 10 équipes du Grand Paris qui ont été retenues pour participer à cette consultation étaient obligatoirement dirigées par des architectes urbanistes. Donc, on aurait pu laisser les choses libres, dire après tout un planificateur économique, un ingénieur de transport peut créer son équipe. Là, ça a été demandé dès le départ que ça soit des architectes urbanistes qui soient à l'origine de ces équipes. Mais ce qui était demandé dans la constitution des équipes était d'une part de rassembler autour de cette ou de ces architectes urbanistes, quelquefois qui étaient des agences avec pas mal de gens ou plusieurs groupes qui s'étaient associés, c'était de rassembler autour d'eux, d'une part, des compétences techniques, j'entends par des compétences techniques aussi bien des compétences sur l'économie, sur les questions des flux, sur les questions des transports, sur les questions des égouts, sur les questions de l'eau, qui sont des questions très difficiles. S'il y a un point commun, modestement, parce que le relief parisien est beaucoup plus doux qu'ici. Mais s'il y a un point commun, et puis la Seine, quand même une rivière un peu paresseuse par rapport au Danube, on est plus modeste. Mais Paris est aussi un site de confluence. La Marne qui rencontre la Seine font partie de l'histoire de Paris depuis l'Antiquité. Bon. Donc, la question de l'eau est très importante. Donc, on a demandé aux équipes d'avoir, d'une part, un certain nombre de compétences qui peuvent être assez précises et assez détaillées dans ces différents domaines. J'en oublie certains, mais ce n'est pas très grave. Et d'autre part, que les équipes soient toutes associées à des équipes de recherche universitaires. Bon, ça c'était un concours international et je pense qu'on a eu une centaine d'applications. Énormément de concurrents qu'on a eu. On a choisi le lauréat et ça c'est le résultat. Alors, est-ce qu'il y a un surcroît de béton, c'est un tas de béton ou pas? Ah, il a fallu poser cette question avant que le concours ne soit pas terminé. Maintenant, c'est une affaire conclue. Nous avons maintenant le lauréat qui est en train de faire ses projets. Hein. L'affaire est mise en route. Comment Paris, qui est une ville énorme, au-dessus de la terre et au-dessous, comment Paris ménage l'influx de l'eau, les pluies, tout ça, ce qui entre en tant qu'eau dans Paris, et comment vous réussissez que la Seine ménage de transporter hors Paris toute cette eau qui tombe? Il n'y a pas de terrain vierge pour que la pluie puisse y pénétrer. Comment vous ménagez ce problème?
Je pense que ça fait partie des questions qui sont effectivement importantes pour la ville même de Paris et pour l'agglomération. Moi, j'ai toujours été frappé par des vieilles images, des vieilles photos de cartes postales que l'on trouve encore et qui montrent la dernière très grande crue de la Seine dans Paris même, c'est 1910. Et en 1910, on voit des barques qui permettent aux habitants de traverser les parties qui ont été inondées. Dans les parties les plus basses de certaines avenues, il y a de l'eau et donc il y a des barques qui emmènent les habitants qui habitent d'un côté jusqu'à l'autre parce qu'ils ne peuvent pas passer au milieu. Et assez curieusement, le risque d'inondation aujourd'hui, alors que depuis 1910, on a fait à la fois beaucoup de progrès pour protéger des inondations, mais en même temps, quand on a construit beaucoup, on a imperméabilisé beaucoup de sol, et donc quand il pleut, ça va encore... Enfin, on est toujours finalement dans le même risque qu'en 1910. Donc on a, en un siècle, on n'a pas progressé. On est toujours... S'il y avait la conjonction de 2 ou 3 facteurs défavorables, on pourrait de nouveau avoir des crues de la même importance que celle de 1910. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quand même 2 choses. La première, c'est que... Parce que si on n'avait rien fait, ça serait pire, évidemment. La première, c'est qu'il y a de plus en plus de retenues et de précautions pour ne pas urbaniser à proximité de la Seine et de l'Oise, et de la Marne surtout, et qu'on a des bassins, on a comment ça s'appelle? Oui, des bassins de retenue. C'est-à-dire que si l'eau commence à monter, on inonde une partie de champs. On inonde une partie de la terre agricole, ne serait-ce que pour garder pendant 24 heures, pour éviter que la crue monte trop haut et que tout arrive sur Paris. Ça, c'est une chose. Et alors, il y a une autre chose, mais qui est beaucoup plus récente, à mon sens, et qui est plus un projet, je pense, qu'une réalité, ça serait de revenir dans la vie quotidienne de chacun à la vie quotidienne, à trouver des aménagements dans lesquels on stocke l'eau de pluie au lieu d'immédiatement l'envoyer dans un égout qui grossit et qui finalement se rejette dans la Seine et laquelle, si tous les égouts lui ramènent dans l'heure qui suit des grosses pluies l'eau, évidemment, la Seine monte. Donc, mais ça, je pense que cette préoccupation qui serait de stocker l'eau là où elle tombe, ça fait partie des choses que l'on souhaite, ça fait partie des préconisations que l'on écrit, mais je pense honnêtement qu'on n'est pas encore passé dans les mœurs. Merci, monsieur. On s'est mis d'accord. Parfois, c'est bien d'avoir une ville centralisée, parfois, c'est bien de l'avoir décentralisée. Bon, notre cycle de conférences va se continuer, se résumer après juin-juillet, au mois de septembre. Et